Bonjour à tous. Je voulais donc vous parler aujourd'hui de l'incertitude et de comment, en la gérant, on peut faire du MLOps de façon plus pragmatique. Et donc, je voulais commencer par me présenter. Donc, Maxime vous a un peu spoilé, mais je suis Machine Learning Engineer chez Octo Technologies. Et ça fait quelques années que je réfléchis aux façons de mettre du machine learning en production. Et il vous a aussi spoilé ça, mais j'ai écrit ce livre-là, Culture MLOps, que vous trouverez au premier étage si ça vous intéresse, que j'ai écrit donc avec Emmanuel Lin-Tout-le-Monde, donc coucou. Et j'ai aussi parlé de ce sujet à différents meet-ups, j'ai écrit une série d'articles sur le blog Octo à ce sujet-là aussi. Et donc voilà, ça fait quelques moments que j'ai une réflexion à ce sujet-là. Et si aujourd'hui je vais vous parler d'incertitude, c'est parce que, justement, il y a plusieurs fois où des gens sont venus me parler en me disant « Sophia, j'ai envie de faire du machine learning, de mettre ça dans mon produit, comment est-ce que je fais ?» Et moi, souvent, je leur réponds « Est-ce que tu as déjà mis donc, la feature que tu veux faire, par exemple, si tu veux faire de la recommandation, est-ce que tu as commencé par mettre une règle de gestion simple comme ça en production et voir ce que ça fait ?» Et à ce moment-là, les gens me regardent avec une tête un peu bizarre et me disent « Non mais, attends Sophia, je veux te parler plus lentement, je veux faire du machine learning. » Et là, je leur dis « Oui, t'inquiète pas, j'ai compris. » Et là, je commence à leur parler de ROI, d'incertitude, et c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et donc, pour vous parler de ça, je voulais d'abord commencer à vous présenter qu'est-ce que c'est l'incertitude, en tout cas dans ce contexte, et pourquoi on a envie de nous y attaquer. Donc, pour dire qu'est-ce que c'est l'incertitude, je voudrais en fait parler de deux principales sources d'incertitude que je peux voir quand je fais un produit avec du machine learning. La première, ce sont les incertitudes extrinsèques. Donc là-dessus, c'est les choses qu'on ne contrôle pas vraiment. Je pense que vous avez dû avoir certains problèmes quand la guerre en Ukraine a éclaté, ou peut-être que vos utilisateurs ont changé de comportement au moment du Covid. Ça, c'est des choses qui sont des incertitudes extrinsèques et qui vont venir influencer la façon dont vous faites votre produit. Vous avez ensuite les incertitudes intrinsèques qui vont être celles qui sont vraiment liées à ce que vous faites, à votre produit. Et là, je distingue de nouveau deux types d'incertitudes intrinsèques. Celles qui sont liées au fait que vous faites du logiciel. Donc là, par exemple, vous ne savez pas bien quel va être le market fit de certaines features que vous allez faire. Peut-être aussi, vous ne savez pas exactement combien de temps vous allez mettre à développer votre logiciel. Vous ne savez pas vraiment combien d'utilisateurs vous allez avoir. Et ça, c'est vrai, quel que soit le logiciel que vous faites. Ensuite, vous avez les incertitudes liées au fait que vous faites du machine learning. Parce qu'en fait, vous introduisez un certain nombre de nouveaux problèmes quand vous faites du machine learning, notamment le fait que vous gérez des données. Donc, quand vous gérez des données, vous ne savez pas trop, en fait, déjà, quelle est leur qualité, tant que vous ne vous avez pas vraiment manipulé. Vous ne savez pas non plus, peut-être, s'il y a du signal pour répondre à votre problème. Ou encore, est-ce que vos données évoluent vite ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt stable? Et donc, si j'ai besoin de définir cette incertitude en un seul mot, donc à la fois l'extrinsèque et l'intrinsèque, celle qui vient de votre logiciel et celle qui vient du machine learning, je dirais que c'est le nombre de questions en suspens. Et donc, ok, je vous ai défini l'incertitude, mais pourquoi est-ce que je vous en parle? En fait, je vous en parle parce que moi, j'ai envie de faire du machine learning uniquement si le bénéfice que je pense en tirer est supérieur à mon coût. Donc, tout à l'heure, Julien Simon vous parlait de ROI, c'est exactement de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ROI. Et en fait, quand je suis en train de calculer mon ROI, en fait, au début, mon estimation est plutôt faible. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas mis mon produit entre les mains de mes utilisateurs, ce n'est qu'une estimation. Je pense que je vais gagner tant d'argent et je pense que ça va me coûter tant d'argent. Et en fait, qu'est-ce que j'ai envie de savoir pour que cette estimation soit meilleure? En fait, j'ai plutôt envie que cette incertitude soit la plus basse possible. Donc, pour appuyer un peu mon propos, je voulais vous introduire un exemple fictif.
Donc, c'est quelque chose qui est issu de mon vécu, mais aussi de vécu d'autres octos. Et pour cet exemple, je vais me mettre dans la peau d'une machine learning engineer chez le fameux journal Le Panda Enchaîné. Alors, chez Le Panda Enchaîné, on a un enjeu qui est d'augmenter notre revenu. Comment est-ce qu'on fait de l'argent chez Le Panda Enchaîné ? On a des publicités que voient nos lecteurs. Et en fait, plus vous voyez des publicités, plus vous êtes susceptible de cliquer et de nous faire entrer de l'argent. Donc, nous, chez Le Panda Enchaîné, on se dit que pour que vous montrez plus de publicité, on ne va pas saturer votre article. Notre objectif, c'est que vous lisiez le plus d'articles possible. Et on a une intuition, c'est que pour vous faire lire plus d'articles, si on vous fait des recommandations, ça devrait vous maintenir plus de temps sur notre application. Donc, moi, j'ai un défi, c'est que je ne sais pas si vous avez entendu parler du journal Le Monde. Donc, c'est un petit concurrent qu'on a. Et en fait, eux, ils ont commencé à faire des recommandations. Et donc, moi, j'ai un enjeu aujourd'hui, c'est que j'ai envie que vous, quand vous êtes en train de lire mon journal dans le métro, vous soyez en train de scroller, de voir mes articles, de voir des recommandations, de cliquer, d'être tellement engagé dans votre lecture que vous ratiez votre station de métro. Donc, comment est-ce que je peux faire justement pour intégrer des recommandations dans mon produit ? Moi, je vais vous proposer 3 scénarios. D'ailleurs, l'un d'entre eux ne va pas intégrer des recommandations dans le produit, c'est le statu quo. Ensuite, je vais vous montrer 2 autres façons que je vois en tant que machine learning engineer de faire justement ces recommandations. Une, c'est de vous mettre des heuristiques pour vous recommander certaines choses avec des règles codées en dur. Et l'autre, c'est de vraiment vous faire un modèle de machine learning. Donc, je vous parlais de statu quo. Là, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je ne vais pas faire de recommandation d'articles. Je juge peut-être que c'est trop cher. En tout cas, je laisse mon application comme elle est. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'anticipe ? En fait, de façon un peu raisonnable, je peux me dire que mes coûts vont rester stables. Parce que, en tout cas, par rapport à mes recommandations, je ne vais rien investir. Par contre, mon petit concurrent, là, Le Monde, il va devenir de plus en plus gros, il va me prendre des lecteurs. Et ici, je vais avoir quelque chose qui est un coût d'opportunité. Donc, je vais avoir moins de revenus parce que les gens vont passer plus de temps chez mes concurrents que chez moi. Et j'anticipe que je peux me retrouver, à bout du compte, avec un problème. Je vais donc explorer maintenant l'heuristique. Donc, l'heuristique, ça va être coder une règle en dur dans mon application qui va me faire des recommandations. Une règle en dur peut ressembler à ça. Donc là, je vous ai fait un tout petit arbre de décision simple. En fait, je vais me demander quel est le top 5 des articles lus par mes lecteurs. Et si mon article est là-dedans, je vais le recommander. Sinon, je ne vais pas le recommander. Vous voyez, c'est plutôt simple. C'est un if-else dans mon code. Peut-être qu'il y a une connexion à des données qu'il faudra établir, mais franchement, c'est plutôt léger. Du coup, qu'est-ce que j'anticipe ? J'anticipe que, au début, moi je suis quand même quelqu'un d'optimiste, je me dis que mes recommandations vont marcher, et donc au début, mes utilisateurs vont être contents, ils vont voir des nouvelles choses, ils vont cliquer, parce que le top 5, c'est quand même des articles qui plaisent à mes utilisateurs, et mes coûts ne vont pas trop augmenter. Donc là, je les ai mis un peu stables, peut-être qu'ils pourraient monter un tout petit peu, mais en tout cas, je me dis que pour l'instant, tout va bien. Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, je peux tenter de continuer et de creuser plus cette piste de l'heuristique. Et là, c'est le drame. Là, j'aime appeler ça un peu le sapin de la mort. Donc, j'ai une espèce d'arbre horrible que je vais commencer à maintenir avec des if-else que je vais ajouter. Et donc là, vous reconnaissez ma condition seule là, en gras dans un petit encart, qui est devenue une petite composante d'un arbre de décision énorme que j'ai hard-codé. Si j'ai un problème là-dessus, si mon algorithme ne marche plus, il faut que je démêle tout ça. C'est compliqué. Et donc, je peux me retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc, je vous montrais, le début était prometteur. Je gagne de l'argent. À un moment donné, je me rends compte que j'ai des limites, donc j'essaye d'enrichir mon modèle. Et en fait, à un moment donné, il devient tellement intenable que je ne peux plus le faire évoluer. Donc, mes revenus commencent à baisser. Et en même temps, je me prends tellement les pieds dans le tapis que je peux m'attendre à des coûts qui explosent pour maintenir ça. Donc,
là, nous avons vu ce qui se passait dans le statu quo, ce qui se passait si je faisais une heuristique. Voyons qu'est-ce qui se passe si je creuse la piste du machine learning. Et en fait, ça tombe bien, parce que moi, j'ai lu quelque chose que Google me dit. C'est des Google Rules of Machine Learning qui me dit qu'il faut que je privilégie un modèle de machine learning plutôt qu'une heuristique compliquée. Donc je me dis, chouette, je suis dans le bon cas. D'ailleurs, regardez mon code, il a une meilleure tête. J'ai une partie où je fais de la prédiction, j'ai une partie où je fais de l'inférence, donc franchement, je suis plutôt contente. Par contre, moi, j'ai lu un autre article, un autre papier, qui s'appelle « Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems », qui me dit que, en fait, là, ce que je vous ai montré, le code de machine learning, n'est en fait qu'une petite brique dans tout mon système de machine learning. Et une illustration de ce papier, c'est ça. Donc, au fond, je pense que vous aurez du mal à lire ce qui est dans le petit carré noir, mais je vais vous le dire, ça c'est le code de machine learning. Et en fait, tout autour, vous avez tiré plein de problèmes, en fait. Ici, maintenant, il va falloir que vous sachiez comment vous allez récolter vos données, comment vous allez extraire les features de cette donnée. Vous allez devoir aussi avoir toute une infra pour servir votre modèle. Peut-être que vous aurez besoin, dans certains cas, de GPU, peut-être pas dans les recommandations, en tout cas. Vous allez avoir besoin aussi de monitorer tout ça et de plein d'autres choses. Donc, qu'est-ce que j'anticipe en coût et en bénéfice dans ce cas-là? En fait, moi, je m'attends un peu à quelque chose comme ça. Au début, donc avant le trait bleu que vous voyez là, je suis en train de développer mon modèle de machine learning. Donc, tant que je n'ai pas un modèle entraîné et prêt à être servi, en fait, je ne gagne pas d'argent parce que je n'ai pas de recommandation. Par contre, j'ai bien des coûts qui commencent à ce moment-là, parce que j'ai déjà mes data scientists qui sont en train d'expérimenter, d'entraîner mes modèles, qui sont en train de consommer de l'infrastructure, qui vont commencer aussi à monter toute la structure. Donc j'ai pas mal de gens à qui je suis en train de payer pour faire ça, et avec zéro revenu à un moment donné. Et un beau jour, je mets en production mon modèle. Donc là, c'est la ligne bleue que vous voyez. Et à ce moment-là, en fait, j'ouvre les vannes et je comprends ce qui se passe. Donc moi, je suis quand même plutôt optimiste. Je m'attends à ce que mon algorithme, quand même, marche bien. Donc c'est un peu ce que j'ai représenté là. Il se peut qu'au début, j'ai un revenu qui va beaucoup grandir parce que mon algo est intéressant. Par contre aussi, c'est à ce moment-là où je vais découvrir plein de choses. Peut-être en fait que, justement, mon algo est tellement bien que j'ai plein de gens qui viennent et ma charge, en fait, va exploser. Et quand ma charge va exploser, si je n'avais pas anticipé ça, ça va me coûter cher. En plus, il se peut que je n'ai pas de chance. Et d'ailleurs, moi, j'ai une intuition, c'est que quand je fais des recommandations sur des articles, en fait, tous les jours, j'ai de nouveaux articles. Donc, mes données vont forcément périmer assez vite. Donc, je vais peut-être être très pertinente au début. Et en fait, après, ça va beaucoup se dégrader. Parce que, OK, à un moment donné, ils voient toujours la même chose. Mes utilisateurs, ils ne vont plus cliquer. Et donc, j'ai une problématique de réentraînement. Oups, je l'ai pas fait au début. Et même peut-être que ça m'aurait encore rallongé le temps d'avant si j'avais pensé à mon réentraînement. Et donc là, je me retrouve aussi dans une situation un peu d'impasse où je ne contrôle plus mon système, ça me coûte trop cher. Pardon, j'aurais dû vous montrer comme ça. Alors, vu ces trois patterns en fait, que je vous ai présentés, qu'est-ce que je peux en tirer pour faire mieux? Je vous ai remis des graphes ici. Donc, vous voyez, je vous ai ajouté une nouvelle droite, une droite jaune, qui mesure l'incertitude dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je suis en statu quo, en fait, mon incertitude reste constante. J'apprends rien. Je n'ai pas essayé de faire des recommandations. Donc, voilà, j'ai rien fait, j'ai rien appris. Quand je fais mon heuristique, par contre, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est que je suis allée en production très vite. Et je vais apprendre des choses. Je vais voir que mes utilisateurs sont intéressés par les recommandations. Je vois que mes revenus augmentent. Je peux aussi en fait, profiter pour prendre du feedback, pour mesurer ce qui se passe, pour aussi peut-être que j'ai des utilisateurs à qui je parle et à qui je vais pouvoir demander OK, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé, comment je peux m'améliorer. Par contre, au moment où je suis paralysée, où mes règles deviennent trop compliquées, j'arrête d'apprendre parce que je peux plus me remettre des hypothèses, je ne peux plus tester des choses. Donc finalement, si on regarde ce qui se passe avec le machine learning, au début, on apprend quand même un peu. C'est-à-dire que je modélise,
je joue avec mes données, je regarde, je peux voir s'il y a du signal, je peux mesurer, je sais pas, des métriques de machine learning là-dessus et voir est-ce que mon modèle a l'air pertinent. Je vais aussi, vu que je suis en train de le mettre en service pour mettre en prod, je vais apprendre peut-être les infrastructures qui peuvent m'aider à faire ça. Par contre, mon vrai baptême de feu arrive lors de la mise en production. Donc, de nouveau, cette droite bleue que vous voyez là. Pourquoi ? Là, en fait, je vois vraiment mes vraies métriques. Est-ce que mes utilisateurs, quand ils voient des recommandations, ils cliquent et ils me font amener plus d'argent ? Parce qu'en vrai, peut-être que les utilisateurs, ils voient ça, et en fait, ils ont peur, ils disent « mais elle m'espionne, moi je lis plus ce journal, je vais là-bas, eux au moins ils ne m'espionnent pas ». Donc, en vrai, tant que mes utilisateurs ne l'ont pas vu, je ne sais pas si ça marche. Et je ne sais pas combien de gens il y a, enfin bref. J'apprends des choses après ma ligne bleue. Donc, qu'est-ce que m'ont appris ces 3 graphes lorsque j'ai ajouté le facteur d'incertitude ? D'abord, en fait, c'est que toutes les incertitudes ne se valent pas. Je n'ai pas envie de tout découvrir d'un coup et je veux prioriser en fait les choses que je veux éclaircir dans les questions en suspens. La première question, c'est est-ce que mes utilisateurs veulent de ma feature qui est donc à laquelle je suis en train de répondre avec du machine learning. Donc, en vrai, est-ce que mes utilisateurs veulent des recommandations ? Si la réponse est non, en vrai, je peux m'arrêter là. Ça ne sert à rien de faire un modèle de machine learning, de le servir, etc. En vrai, je pense que c'est plutôt green, donc peut-être qu'Eric, ça va lui faire plaisir. Je pense que le meilleur machine learning en impact environnemental, c'est celui qu'on ne fait pas. Ensuite, deuxième question. Est-ce que j'ai mis de signal dans mes données ? Donc, si mes utilisateurs veulent des recommandations, ma question suivante, c'est est-ce que le machine learning m'aide à leur donner des recommandations ? Si en vrai, mes données ne m'aident pas, pareil, je peux m'arrêter là. Peut-être que mon heuristique, déjà, fait une partie du service. Et en plus, d'ailleurs, peut-être que mes concurrents qui sont en train de faire des recommandations sont en train de se planter. Ils sont en train d'investir sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Et moi, je l'ai vu avant, je me suis arrêtée avant. J'ai investi sur un truc plus prometteur. Troisièmement, je vais me poser la question de l'intégration au système d'information. Parce que bien sûr, si mes utilisateurs n'en veulent pas, et si le modèle, de toute façon, il ne sert à rien, autant ne pas l'intégrer, n'est-ce pas ? Deuxième apprentissage. En fait, le vrai impact de mes recommandations, je les mesure en regardant ce qui se passe chez mes utilisateurs en production. Donc là, je vous ai mis en noir 2 mots, et je voudrais les dérouler avec vous. Donc pour mesurer, quand je parle de mesurer, je parle d'indicateur métier. Franchement, mon F1 score ou ma ROC AUC, c'est cool en vrai, c'est une bonne façon de voir si j'ai du signal, mais par contre, je n'ai pas encore trouvé la formule de conversion entre ça et des euros, ou entre ça et l'impact dans votre organisation. Donc, le mieux, c'est de mesurer votre métrique cœur, la chose pour laquelle vous êtes en train de développer votre logiciel, et de voir si le modèle ou la feature a de l'impact là-dessus. Après, je suis consciente, vous ne pouvez pas toujours corréler de l'argent avec un modèle. Et là, je vous invite à essayer des proxys. Moi, dans ce cas, mon proxy était le nombre d'articles lus. Ça, j'arrive mieux à le lier en fait avec mes recommandations que forcément peut-être l'argent. Ensuite, je vous parlais de production. La production, pour moi, pourquoi c'est important ? C'est important parce que c'est là où sont mes utilisateurs. Je ne mets pas en production pour le mettre dans un environnement qui s'appelle production. Je le mets en production pour avoir du feedback. Après, c'est vrai que c'est important de me retrouver dans un endroit où je suis en conditions réelles. C'est comme ça que mon modèle va être servi in fine, et donc je peux me trouver dans les vraies configurations que je vais devoir optimiser. Alors, je voudrais maintenant revenir à la question qu'on me posait au début. Sophia, je veux mettre du machine learning dans mon produit, comment je fais ? Alors, moi, je propose plutôt de partir sur une approche comme ça, qui va lier un peu mes 2 scénarios d'heuristique et de machine learning pour en tirer le meilleur. Alors, moi, je propose de commencer par une heuristique simple. Ensuite, mesurer ce que nous apporte cette heuristique en production. Et ensuite, si vraiment je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant, là, je peux mettre du machine learning en production. Parce que c'est un investissement quand même. Donc là, je voudrais revenir à la 3e règle du machine learning de Google, que je vous ai exprès passé un peu rapidement,
Parce que, certes, on nous dit de privilégier du machine learning plutôt qu'une heuristique complexe, mais cette règle nous dit aussi qu'une heuristique simple peut nous aider à aller en production et à avoir un premier produit. Donc pour rappel, mon heuristique simple, ça ressemble à ça. Quelque chose, un if-else dans mon code simple à déployer. Et là, je voudrais voir avec vous ce graphe-là. Donc ne vous inquiétez pas, je vais le décomposer selon les différentes phases. Parce que là, c'est vrai que comme ça, on aura un peu de mal. Alors, je vous disais que je commençais par une heuristique simple. C'est ici. Ici, je mets une heuristique simple en production et en service. Et je commence à mesurer. Là, vous voyez, le moment où je commence à voir que ma performance commence à baisser, je me dis, peut-être que c'est là où il faudrait que je fasse quelque chose. Mon heuristique me limite et à ce moment-là, au lieu de passer sur le sapin de la mort de tout à l'heure, je vais faire du machine learning. Pourquoi ? C'est plutôt simple à maintenir en code. Par contre, vous savez, il y a un investissement à faire aussi quand on fait ça. Et donc, ici, je vais commencer à mettre mon modèle de machine learning en production. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, vous vous rendez compte de quelque chose ? Ça se chevauche. Donc là, peut-être que vous vous demandez, comment c'est possible d'avoir deux choses en production en même temps ? C'est là que je voudrais faire la différence entre mise en production et mise en service. Quand je vous dis que j'ai deux modèles en production, je vous dis aussi que c'est l'heuristique qui est en service. Mes utilisateurs ne voient que l'heuristique, ou presque. Parce que j'ai deux petits tours pour pouvoir faire ça. Je ne vais pas les creuser en profondeur, mais c'est pour vous donner des pointeurs. Le premier, c'est la shadow production. Qu'est-ce que c'est ? C'est mettre un modèle qui va tourner de façon cachée, entre guillemets, dans le sens où mes utilisateurs ne vont pas voir les prédictions qu'il va faire. Par contre, moi, je vais voir des choses. Parce que je vais mesurer. Je vais avoir du monitoring, qui est une pièce maîtresse, en fait, dans mon système. Et je vais voir comment se comporte, par exemple, la latence. Est-ce que mon modèle est assez rapide pour ce que je veux ? Est-ce que aussi, je peux même voir ce qu'il prédit et essayer de mettre en regard par rapport à ce que donne mon système maintenant, ou alors avec des experts qui me diront ce qu'ils en pensent. Ensuite, j'ai aussi la carte du A/B testing. Donc là-dessus, c'est encore mieux parce que je peux tester avec des vrais utilisateurs, mais si je ne suis pas en capacité de le faire tout de suite pour tout le monde, je peux le faire pour une petite proportion et déjà commencer à observer des métriques. Et quand je vois que c'est mieux, en gros, ici, je peux me dire que je vais en production et que je décommissionne mon heuristique pour tout mettre sur mon modèle de machine learning. Et ce qui est beau avec ça, justement, tout à l'heure, on nous disait que les modèles, ils avaient une durée de vie de 6 mois au max. En fait, c'est qu'on peut enchaîner des choses comme ça. Pendant que vous avez quelque chose en production qui marche bien, peut-être qu'il y a quelque chose à l'état de l'art qui apparaît entre-temps. Et vous avez le temps, en fait, pendant que vous êtes déjà en train de ramener de l'argent à votre organisation, de préparer, du coup, votre deuxième modèle, de commencer à le tester et ensuite de switcher. Et comme ça, itérativement, vous pouvez continuer, en fait, à tirer profit de vos modèles qui sont déjà là, qui sont déjà en production, tout en commençant à travailler sur les suivants. Et petit bonus, en fait, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et comme je vous disais, vous pouvez arrêter les pertes. Donc si, au début, je me rends compte que mon heuristique, ok, elle est intéressante, mais en vrai, ça ne m'amène pas beaucoup d'argent, je me rends compte que mes utilisateurs, je leur fais peur, ou que sais-je, en fait, je peux m'arrêter. J'ai appris des choses, vous voyez, ma courbe jaune est descendue, et j'ai assez d'infos pour estimer que mon ROI n'est pas intéressant. Donc voilà, je gagne de l'argent. Finalement, je voulais vous laisser avec quelques takeaways. D'abord, c'est que s'attaquer à l'incertitude va nous permettre de prendre des meilleures décisions quant à notre produit. Parce que ça va nous permettre d'avoir une estimation plus fine de notre retour sur investissement. Également, toutes les inconnues, toutes les questions ne se valent pas. Il y a certaines questions que je veux répondre en priorité et d'autres questions qu'en vrai, peut-être, je n'ai pas besoin de répondre si mes questions d'avant étaient négatives. Ensuite, je voudrais remettre une couche. Les indicateurs métiers se mesurent en production. Et c'est ça qui est important pour vous et pour prendre des décisions sur votre produit. Et finalement, en fait,
le fait de pouvoir aller en production à la demande va nous aider en fait à lever des incertitudes tout au long du delivery. Et je vous parlais au début en fait aussi d'incertitudes extrinsèques. Et en fait, ce qui est intéressant quand on peut aller en production à la demande, c'est qu'on peut aussi réagir au mieux aux choses qui nous arrivent. C'est-à-dire, si vous avez le Covid qui arrive et que vos utilisateurs maintenant font tout en ligne, en fait, vous pouvez voir très rapidement, si vous mesurez en production ce qui se passe, que leur comportement change, et vous pouvez rapidement réagir et voir comment ça a un impact dans votre système. Et si vous voulez aller plus loin, je parle de ce sujet dans ce livre que, comme je vous disais, est au premier étage et vous pouvez partir avec. Merci beaucoup. Je prendrai maintenant vos questions.